comme Evelyne vient de dire, je viens de l'université de Poitiers, lycée d'Angoulême, de faire un master en bande dessinée. Et du coup, dans ma communication, je vais vous présenter une partie de la recherche que j'ai développée pendant ce master. Donc, il consistait dans un premier temps à l'analyse des différents types de bandes dessinées numériques afin de trouver une définition et un terme qui pourrait englober toutes les différentes manifestations de bandes dessinées disponibles à présent pour la lecture sur support numérique. Et aussi, ce terme a été bande dessinée hypermédiatique, c'est le terme que j'ai choisi. Et puis, j'ai cherché à déterminer si cette bande dessinée hypermédiatique constituait une forme favorable ou plus favorable que la bande dessinée papier pour le développement des récits non linéaires. Donc, pour faire cela, j'ai analysé et comparé des œuvres de bande dessinée adaptées au numérique ou bien l'inverse. Donc, des œuvres de bande dessinée numérique qui ont été adaptées et publiées plus tard en papier. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, ma communication présentera la bande dessinée hypermédiatique comme un nouveau média. Et d'abord, j'expliquerai brièvement les caractéristiques de ces médias et les différents types d'œuvres que nous pourrions classifier sous le nom de bande dessinée hypermédiatique. Ensuite, je vous parlerai des deux œuvres, et en vérité des quatre œuvres, parce que je vous présenterai aussi ces adaptations. Donc, c'est Touch Sensitive de Chris Ware et Meanwhile de Jason Shiga. J'analyserai et comparerai les deux œuvres, les adaptations, pour vous présenter les apports et améliorations, ainsi que les pertes qu'une adaptation numérique peut apporter à un récit non linéaire de bande dessinée, et aussi les avantages de concevoir depuis le début un récit de bande dessinée pour les médiums numériques. Et avantages qui se perdent souvent dans l'adaptation, en fait, dans l'adaptation à papier. Donc, avant de finir mon intervention, je vous montrerai aussi ma propre expérience d'adaptation. J'ai voulu faire un expériment avec deux caractéristiques propres du récit non linéaire et l'itinérarité, ou causality, et l'etmès, pour créer une bande dessinée hypermédiatique à partir de la BD Phantom 40 Ram de Matt Madden. Et bon, on va commencer pour parler de la bande dessinée hypermédiatique. Donc, j'ai défini la bande dessinée hypermédiatique comme une narration sous forme de bande dessinée numérique, multimédia interactif. Ça veut dire, faite pour l'informatique, qui combine plusieurs médias et qui permet l'interaction du lecteur avec l'œuvre. Donc, on va voir ça avec un exemple. Par exemple, notre Toyota était fantastique, qui est un BD bloc de Boulet, de l'auteur français Boulet. Donc, ici, nous pouvons voir que il s'agit d'une BD numérique et dans laquelle l'auteur a hybridé deux médias. Il a hybridé la bande dessinée et les dessins d'animation pour tous les effets de la lumière pendant les voyages en voiture. Donc, la bande dessinée est hybride de plusieurs médias. Et en plus, il s'agit aussi d'une bande dessinée qui est interactive, même si c'est limité simplement à l'interaction pour faire les scrolling, pour continuer la lecture. Donc, il y a d'autres types de bandes dessinées hypermédiatiques qui auraient d'autres options plus intéressantes en parlant d'interactivité. Donc, je vais vous montrer par exemple cet Urbamédia de Malek, qui est un des auteurs français qui produit plus de Urbamédia. Donc, c'est une bande dessinée hypermédiatique dans laquelle il faut cliquer sur des flèches pour aller en arrière, en avant. Et comme vous pouvez voir, là, ça se passe normalement, les images sont fixes. Il va mélanger parfois des petits effets d'animation, mais qui ne feront jamais plus de 30 photogrammes par seconde, parce que sinon, ça empêcherait la lecture, au moins c'est sur leur version. De fait. Ils font aussi des animations en GIF, comme on a vu avant avec Boulet. Et du coup, par exemple, pour l'interactivité, celui-ci arrivait à ce point-là. Nous avons un combat entre les deux héros de la bande dessinée et on va voir la possibilité de participer dans un petit jeu. Et selon les résultats de notre jeu, on pourra plus tard avoir un résultat ou un autre dans l'histoire. Donc, il faut cliquer dans tous ces petits... Voilà, là, je n'ai pas cliqué, je n'ai pas réussi, donc je peux répéter. Je peux essayer. On va essayer de cliquer. Ok, une dernière fois. Plup. Voilà, plup. Là, je crois que... Ah, voilà, j'ai cliqué sur le 3. Donc, notre prix, là, quand on a bien cliqué sur tous les 3 points, c'est pouvoir faire un combat des gros mots, en fait,
entre les zéros, donc il faudra choisir la réponse qu'on va lui donner selon si c'est la bonne ou non. On va blesser ou pas un héros ou l'autre. Finalement, on ne peut jamais gagner de toute façon. Donc voilà. Et par exemple, nous avons d'autres bandes dessinées hybrides avec d'autres médias, comme par exemple les motion books. Je ne sais pas si vous les connaissez parce qu'ils sont très populaires aux États-Unis. Donc, ils sont hybridés avec l'animation. Je vais le mettre en fouille. Voilà. Et il y a du son. Je ne sais pas si j'ai la possibilité. Ah, voilà. Donc, celui-ci s'utilise les sons, par exemple, pour substituer les onomatopées et aussi pour créer de l'ambiance. Comme on pourrait le faire simplement l'illustration. Voilà. Par contre, ici, les animations sont un petit peu plus longues, donc il y a pas mal d'auteurs de turbomédia français, par exemple, qui pensent que ça empêche la lecture, le déroulement de la lecture. Et sinon, on a d'autres types de bandes dessinées qu'on pourrait appeler, que certains auteurs appellent hypercomics, qui présentent toujours des récits multilinéaires et donc qui donnent l'opportunité au lecteur de choisir la continuation de l'histoire. Comme par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Pourquoi on a une pub? Ces bandes dessinées nous présentent la vie d'un canard. Voilà, et à un moment donné, il nous laisse choisir sa vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par exemple, on va essayer d'avoir une éducation. Ça va bien avec les colocs. Et on va toujours continuer comme ça. On va trouver on va voir comme des petits prix. Ça ressemble un petit peu à un jeu vidéo parfois. Et on va avoir d'autres choix à faire. On va compléter petit à petit toute l'histoire. Bon, ces hybridations, c'est juste quelques exemples de tout ce qu'on pourrait classifier dans la bande dessinée médiatique. Et il y a plein de ressources à exploiter qui ne semblent jamais s'épuiser. Donc, nous continuons encore à exploiter, à faire de la recherche sur ces médias. Et je vais essayer de vous présenter maintenant, on va analyser un exemple pour voir comment les caractéristiques techniques des supports numériques peuvent se mettre au service de la narration. Donc on va voir un touch sensitive de Caseware et un peu plus tard on verra Meanwhile de Jason Schiller. Donc touch sensitive, pour ceux qui ne connaissent pas, est une bande dessinée créée pour iPad qui contient un fragment d'histoire de Building Stories, dans lesquels nous voyons une femme qui nous raconte l'évolution de sa relation avec son mari pendant qu'elle se prépare pour sortir au travail, et une étudiante du futur qui recueille ces moments à l'aide d'une espèce de scaphandre. Donc, ces fragments ont été publiés de façon indépendante avant la publication de Building Stories et adaptés en papier après pour être inclus dans l'une des 14 pièces qui composent l'œuvre. La version numérique est disparue en mai 2014, donc je ne peux pas vous montrer qu'il y a une vidéo de l'utilisation de l'application et des images fixes. Donc on va essayer de voir comment ça marche. Donc ça serait l'app. Donc comme vous pouvez voir, on glisse pour faire passer les pages ou pour faire apparaître des images petit à petit. Et bon, je vais continuer pendant que vous regardez ça. Donc, avec Touch Sensitive, Caseware voulait explorer deux idées. La première étant comment, dans une relation amoureuse, le contact électrique de l'affection commence à devenir agressif au fur et à mesure que l'on devient familier avec la personne. Et la deuxième idée consistait à donner la sensation au lecteur de manipuler des souvenirs avec ses propres mains. Donc, cette première idée d'un contact électrique de l'affection nous donne déjà pensé que le choix de la part de Ware d'un support tactile comme la tablette pour la réalisation de sa bande dessinée numérique n'est pas fortuit. Ware a profité de la qualité tactile des iPads pour créer un rapport sensuel entre le lecteur et la tablette, en même temps que les personnages nous décrivent l'évolution de la façon dans laquelle son mari va chercher son contact physique avec elle. Et pour avancer dans la lecture, le lecteur doit glisser les doigts vers la gauche, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Et cela va permettre de passer les pages en escalier horizontal, et faisant apparaître ou disparaître les cases, comme vous avez pu voir aussi, ou déclencher des animations. Et glisser les doigts sur l'écran ou caresser l'écran va donc nous donner des réponses, comme nous apporter de nouvelles cases avec un agréable fondu de transition.
Pendant que le lecteur reçoit ce type de réponses, les personnages nous racontent qu'au début de sa relation, son mari était doux et attentif. Néanmoins, dans les moments où elle raconte comment les contacts physiques avec son mari avaient commencé à changer des câlins à petites tapes, les cases commencent à disparaître pour laisser la place aux nouvelles, en laissant des espaces en blanc, quand avant, les cases s'ajoutaient jusqu'à remplir la page. Avec ces recours, Ware est capable de renforcer la nostalgie et l'envie d'oublier du personnage et de transmettre grâce aux qualités haptiques du support choisi. D'ici jusqu'à la dernière page, le glissement du doigt du lecteur sur l'écran ne produira que les passages des images en scrolling. En plus, la présence de deux images panoramiques ralentissent les passages de la page, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, du fait qu'il faut glisser les doigts plusieurs fois pour la parcourir. Et il nous semble avancer difficilement, comme notre personnage dont la simple vie quotidienne est à chaque fois plus insupportable et difficile de surmonter. Le coup de grâce se trouve à la dernière page, quand il faut attendre le chargement d'une vidéo pour avoir accès aux dernières cases. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais je l'ai là. Donc ça serait cette case-là. Vous voyez, il y a les symboles de loading. En fait, c'est animé, ça commence à circuler à un moment donné et il s'arrête. C'est le moment où nous pouvons taper pour continuer, pour suivre la lecture. Et comme il faut taper sur les symboles de lecture et ne pas glisser les doigts, comme on a fait jusqu'à maintenant, parce que ça provoque aucune réaction, en fait, les besoins de réaliser cette action pourraient être ignorés par les lecteurs. L'animation nous indique que le chargement de ce qui semble être en vidéo, mais les animations précédentes ne demandaient pas d'interaction, donc on pourrait penser que l'histoire est finie. Il faut pourtant une attitude active de la part du lecteur qui doit s'apercevoir de la deuxième idée de Ware, donner la sensation au lecteur de manipuler des souvenirs avec ses propres mains. Donc Ware développe une mise en abîme. Les qualités haptiques de la tablette ressemblent à celles de l'outil imaginé par Ware, ou plutôt à l'inverse. Donc les scaphandres qui portent les personnages que nous voyons maintenant dans l'image. Et dont les qualités actives... pardon, je me suis perdue une autre fois. Donc l'usage qu'on doit faire de la tablette pour permettre au récit d'avancer est identique à l'usage que le personnage de l'étudiante du futur fera ensuite de son scaphandre pour trouver et manipuler des souvenirs. Du coup, nous pouvons penser que depuis le début de notre lecture, nous avons été l'étudiante et que l'ensemble de l'histoire de la femme n'est que des souvenirs que nous regardons grâce à notre tablette et scaphandre. Si nous sommes donc assez perspicaces pour taper sur la vidéo, nous aurons accès à la conclusion de l'histoire dans laquelle le mari arrive à la gare une fois que le train de l'épouse a pris pour aller au travail est déjà parti. Et il est arrivé donc trop tard pour pouvoir ranger les malles qu'il lui a fait. Avec Building Stories, Ware avait l'intention de questionner la justesse du support du récit. Malgré avoir réussi à créer une telle cohérence entre son histoire, les médias et les supports qu'il a choisis pour Touch Sensitive, Ware a décidé de réaliser l'ensemble de Building Stories sur papier en fétichisant l'objet livre. Chaque livre a un format différent, pamphlet, journal, affiche, livre pour enfants, tableau de jeux, etc., qui donne un sens additionnel au fragment de l'histoire qu'il contient. L'histoire des Touch Sensitive partage son support avec d'autres fragments d'histoire et il a perdu la cohérence avec son support et la version numérique. Elle n'est plus disponible. Je suis convaincue, en fait, qu'il aurait été plus intéressant de conserver Touch Sensitive et, par exemple, avoir inclus un code dans les coffres des Building Stories qui permettrait de lire en ayant acheté les coffrets, un code type QR ou un autre type de code. Donc, l'apparition de la version papier des Building Stories, ça a signifié la fin des Touch Sensitive, mais dans d'autres occasions, la réédition d'une œuvre papier a déclenché le procès d'adaptation de l'œuvre au numérique, comme c'est le cas de Meanwhile, d'édition Shiga, et homonyme en version numérique et en version papier, hormis pour l'édition française qui est nommée Vanille et chocolat. Donc, cette bande dessinée nous raconte l'histoire d'un petit garçon, Jimmy, et de comment le simple choix d'une glace va être le début d'une série de choix qui pourraient provoquer la fin du monde ou le sauver. Shiga nous annonce au début que pour pouvoir réussir, il faudra faire des bons choix, ce qui permettra par exemple de retrouver 2 codes secrets. Donc, tricher ne servira à rien. Pour la créer, Shiga a utilisé un mur de sa maison en étendant des lignes reliant des cases dans n'importe quelle direction. Donc, j'ai une image là. C'est celui-là. C'est la bande dessinée
primigène. Voilà. Et pour transposer cela dans un livre, comme vous pouvez voir dans l'image, il a coloré les lignes, il a transposé, il a ajouté des languettes au bord des pages pour n'avoir pas besoin de numéroter les cases ou les pages pour suivre la lecture, comme il s'est fait dans d'autres bandes dessinées, comme les bandes dessinées dont vous êtes l'héros. La version numérique, une application pour iPad et iPhone, suit plutôt la forme de la bande dessinée sur les murs de Shiga. Plutôt celui-ci. On peut le voir. Voilà, un exemple. Et les cases sont encore reliées par des lignes, mais en tapant sur l'option désirée, l'application renvoie automatiquement au lecteur à la case qui correspond. L'outil de zoom permet de toute façon d'explorer l'ensemble librement. Ça s'utilise la navigation automatique. Donc, les cases là, qui sont entourées par la ligne jaune, brillante, sont les cases dans lesquelles on va être en train de lire actuellement. Et si on clique sur l'option que nous désirons, on va être renvoyé automatiquement. On peut quand même utiliser la fonction de zoom et garder notre repère pour savoir où on est et faire tout le reste du parcours. En comparant la version papier et la version numérique, j'ai remarqué plusieurs caractéristiques de la version numérique qui n'ont pas pu être développées dans la version de bande dessinée papier. Le système de lignes colorées languettes du livre est très réussi, mais l'adaptation numérique ne demande pas à lecteur beaucoup plus d'efforts que taper directement. Et toutefois, la version numérique présente deux facilités qui n'ont pas d'équivalence dans la version papier. Donc l'outil back pour écouler l'outil The Story So Far, qui est celui-là. Donc, il sert à reprendre des bifurcations précédentes, tous les deux. Cet outil devient utile, par exemple, dans l'éventualité d'arriver à un final indésirable une fois le récit bien avancé. Ils ne sont pas indispensables, mais ils font plus facile et légère la relecture. D'ailleurs, The Story So Far présente la succession des cases parcourues de façon linéaire, comme si le lecteur de la bande dessinée avait pris note lui-même de chaque choix fait dans la bande dessinée papier. Cela contribue à diminuer les sentiments de désorientation qui pourraient naître chez les lecteurs à un moment donné, en ayant tombé par exemple dans un boucle. Cette désorientation ou l'impression d'avoir passé ou manqué quelque chose dans un récit non linéaire, c'est ce qu'on nomme etmès, et dont je parlerai plus tard. Nous avons mentionné la possibilité de zoomer, d'adaptation numérique. Et c'est utile, en fait, nous donne la possibilité encore de tricher, même si Shiga nous avait averti avant de ne pas le faire. Et il le fait exprès, en fait, parce qu'il occulte des contenus auxquels on ne peut pas accéder que si on triche. Donc, c'est une option qui continue à être possible. C'est quelque chose qu'on peut encore trouver dans la version numérique. Et cette libre exploration de l'histoire, cette façon volontaire de tricher, pourrait nous permettre aussi de dévoiler des fragments. Ah, pardon. Je me suis trompée. Ah oui, dans la version papier, le lecteur, en fait, pourrait regarder involontairement les caisses qui entourent la caisse qu'il est en train de lire dans la même double page. En fait, je vais revenir en arrière. Dans la version numérique, on a moins de probabilité de tomber sur ce problème du fait qu'on met les lignes brillantes jaunes pour attirer notre attention et qu'on met une grisaille sur tout le reste de la bande dessinée. Donc, du coup, le regard est attiré par la case illuminée et ça nous aide à ne pas regarder involontairement des contenus qui pourraient nous faire changer notre choix dans l'avenir. L'adaptation numérique facilite donc la lecture, même si le système de la VD papier était déjà très abouti et elle ne perd pas des caractéristiques essentielles de la version papier. Toutefois, en observant la forme du storyboard d'Amy Wild, donc la bande dessinée sur le mur, la toute première version des VD, je tends à considérer la version numérique plus proche de l'idée originale de l'auteur. Selon Philippe Marion, une œuvre découle de la transformation naturelle d'un avant-texte, le storyboard dans notre cas, et la minimisation de la fracture entre l'avant-texte et l'œuvre finale médiatisée est un signe d'une forte médiagénie. C'est-à-dire que si l'œuvre finale se rapproche plus du storyboard que d'une autre, celui
se rapproche... Qu'est-ce que j'écris? Pardon. Celui qui se rapproche le plus aurait été produit avec les médias les plus indiqués pour son récit. Je conclus donc en affirmant qu'une médiatisation d'un récit non linéaire sous forme de bande dessinée par médiatique est plus pertinent qu'une médiatisation sous forme de bande dessinée papier. Et finalement, je voulais vous présenter, pour la fin de l'intervention, comme je vous avais annoncé, mon expérience d'adaptation de la bande dessinée Pantoum von Iram de Matt Madden. Et c'est une bande dessinée de 4 pages qui a été produite à partir d'une structure poétique, les Pantoum, dont vous avez le schéma là-bas. Donc ça consiste à une suite de 4 ans où s'applique deux systèmes de reprise. Donc on voit le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe repris respectivement comme le premier et troisième vers de la strophe suivante. Et les tout derniers vers se reprend à la fin du poème. Et dans cette bande dessinée, chaque ligne des cases et de chaque page équivaut à un vers. Donc on va voir les répétitions. Comme vous pouvez voir, ici, ici, ici. C'était là. Bah, je me suis perdue. Non, voilà, ça c'est avec celui-là. Ça a la même structure visuellement, c'est assez facile de repérer, ça a la même structure que les poèmes. Donc, j'ai décidé donc de réaliser ma remédiation en 2 phases. La première consiste à l'élaboration d'un turbomédia linéaire pour étudier ce que le nouveau média peut apporter au récit. La deuxième consiste à la transformation du premier turbomédia linéaire en turbomédia non linéaire en profitant de la structure poétique basée sur la répétition ou la reprise des vers, puis à l'observation des apports de la non-linéarité. Donc, je vais vous montrer ici le premier turbomédia. Donc il faut simplement cliquer pour commencer et après on a la possibilité d'avancer et reculer avec les flèches. On va voir une livraison des cases petit à petit et on va conserver dans chaque écran toujours un strip verse de l'œuvre entière. Donc ça n'a pas plus de mystère que ça. Voilà, dans ce système. Donc, en observant ces premiers turbomédias, on voit les récits fortifier sa capacité pour faire naître chez le lecteur les mêmes sentiments de confusion et d'angoisse que ressent la protagoniste, qui est en fait une vieille dame qui commence à être sénile, qui répète des actions sans se rendre compte qu'elle les a déjà fait, qui ne reconnaît plus sa famille, voilà. C'est-à-dire les nouveaux médias favorisent la mimésis des sentiments du personnage chez les lecteurs. Étant donné que nous pouvons regarder 2 pages simultanément dans la lecture de la bande dessinée papier, nous sommes capables d'identifier plus ou moins facilement la reprise des cases de la première page dans la deuxième. Mais en revenant sur le numérique, le lecteur substitue une image pour une autre en cliquant sur les flèches d'avance et recul. Le strip ne se montre pas simultanément dans l'espace de l'écran et le lecteur n'est pas capable de repérer visuellement la structure narrative répétitive. Et il sait qu'il avance grâce, par exemple, à l'assistance des flèches, mais il y a une confusion qui apparaît étant donné les répétitions. Donc, c'est par les tressages en absentia, comme dirait Thierry Consting, qui est une caractéristique propre du système de livraison des cases utilisées. Et pour l'adaptation non linéaire des Pantoum von Iram, on a réfléchi encore à la structure non linéaire. Et donc, nous avons développé un système. Au début, la livraison des cases se passe de la même façon. Donc, on a développé un système de choix. Nous avons à chaque fois un choix qui nous enverrait aux 2 différentes options de lecture après la répétition d'un même fragment. Et on a toujours aussi une option de sortie. Du fait qu'on peut revenir en boucle tout le temps sur les mêmes images et voilà, il faut s'échapper à un moment donné. Donc, ce système circulaire de bifurcation binaire, dans la version non linéaire, utilise les propriétés, on se sert des propriétés de cursality ou de litmess. Donc, j'ai cité précédemment.
ça aide à multiplier la sensation de confusion et la sensation d'avoir manqué quelque chose qui a aussi l'angoisse qui ressent la vieille dame, la protagoniste de l'histoire. Donc, d'un côté, le lecteur peut comprendre qu'il existe une multiplicité de parcours additionnels que ce qu'il vient de suivre. Et d'un autre côté, il y a l'impression d'inachèvement, comme d'une densité des choix et des parcours, et une incertitude des sens épis des clôtures, et une impression de méconnaissance complète du fait qu'il n'a pas d'indicateur qui lui permette de s'orienter dans son parcours à travers des différentes bifurcations. C'est comme être attrapé dans un labyrinthe, sauf que nous proposons toujours une sortie dans chaque bifurcation. Pour sortir de l'enchevêtrement des cercles, nous avons proposé, les boutons que je viens de vous montrer, en imaginant des destins potentiels de la protagoniste qui ne sont pas inclus dans le récit originel. Et l'expérimentation était assez satisfaisante. J'ai pu observer une immersion plus efficace du lecteur dans l'œuvre grâce à la première médiatisation et le renforcement du récit par l'utilisation des caractéristiques non linéaires potentielles et pour la création d'une vraie œuvre non linéaire. Et mes recherches théoriques ainsi que pratiques sont encore en cours, donc j'espère pouvoir continuer à vous communiquer des nouveautés très bientôt. Merci beaucoup.